La définir en quelques mots est un véritable défi. Eh bien, je m'y colle. Alors, on peut dire qu'elle est actrice, réalisatrice, auteure, metteur en scène, compositeur, musicienne, trapéziste, chef de chœur. On peut également la définir en disant qu'elle est sympathique, énergique, engagée, militante. On peut peut-être aussi citer quelques films cultes comme 3 hommes et un couffin, La crise, La belle verte, Chaos, et puis le dernier qui est sorti et qui fait déjà du bruit, Solution locale pour un désordre global. Et puis on peut la définir telle qu'elle se définit elle-même. Elle se dit être une athée qui passe son temps dans les églises. Nous avons 52 minutes pour apprendre à mieux la connaître. Colline Serrault, bonjour. Bonjour. Merci de faire étape dans VIP. Acathéo, j'avoue que c'est tellement, tellement dense, votre vie artistique, votre vie tout court, qu'on ne sait pas très bien par où commencer. Avant qu'on arrive à votre film qui vient de sortir, ce documentaire Coup de poing, je voudrais qu'on parle juste un petit peu des films d'avant, de tout votre passé, puis pas uniquement des films, de toutes les productions artistiques, devrais-je dire. Vous vous définissez comment, vous d'ailleurs, tiens? Non, moi, artiste. Voilà. Artiste, oui, c'est quand même ce qu'il y a de plus complet. Surtout, vous venez d'une famille plutôt d'artistes. Oui. Oui. D'artistes. Ça se transmet vraiment par les jeunes, ça? Je ne sais pas, je ne le prétendrai pas. Non, ça se transmet peut-être un petit peu, mais ça se transmet aussi beaucoup par l'éducation. Oui, ça veut dire. Là, évidemment, des deux côtés, il y avait l'éducation. C'est-à-dire qu'on est tout le temps baigné dans ces problématiques-là, dans ces conversations-là, dans ces interrogations-là, que ce soit la littérature et le théâtre, comme étaient mes parents en direct, et au-dessus c'était les peintres, il y a eu beaucoup de musiciens, il y avait donc on était tout le temps en train de se poser des questions, puis tous les gens qui graffitaient autour de nous étaient des artistes, donc avec leur recherche, avec leurs incertitudes, oui, c'est une recherche d'être un artiste, c'est pas Ça veut dire que toute petite, finalement, dans votre famille, en Suisse, là où vous étiez, vous avez baigné dans cette ambiance? Non, je suis pas née en Suisse. Ah, c'est vrai que vous n'êtes pas née en Suisse, oui. Non, c'est les parents de ma mère qui étaient suisses. Tout à fait. La mère de ma mère était suisse, voilà. Et donc vous avez baigné, finalement, assez tôt avec des questions d'adultes, finalement, parce qu'il y avait les conversations entre un papa et une maman, effectivement, très artistes, puis finalement toute la famille, puis tous les amis qui gravitent autour. Donc très tôt, vous avez été prise dans une sorte d'effervescence, on peut dire ça comme ça? Oui, il y avait une effervescence artistique, et puis aussi, pas seulement, parce que il y avait des questions politiques, beaucoup, qui se posaient à la maison. C'était pas seulement artistique, c'était aussi des gens qui avaient fait la résistance, qui ont eu les médailles des Justes, les 3 femmes qui avaient fait monter cette école dans laquelle j'ai été élevée, dans la Drôme. Et après, il y a eu d'autres combats. Il y a eu les combats anticolonialistes. Il y a eu toutes sortes de... Ils ont toujours été engagés eux aussi. Donc, moi j'ai suivi. Oui, finalement, c'est des artistes qui remettent en cause le monde à travers un prisme qui est le prisme de l'art, quel que soit l'art. Voilà, oui. Et la littérature, principalement, en ce qui les concernait, enfin, et le théâtre. Et puis, mais on parlait beaucoup peinture aussi, beaucoup musique, évidemment. Alors, c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que vous n'avez jamais voulu faire de choix à proprement parler. Enfin, c'est long, une vie, on a le temps de... On peut être aussi bien trapéziste qu'auteur. Oui, c'est long, une vie. Musicien, qu'organiste. On va essayer d'évoquer de 152 minutes, mais à mon avis, on va manquer de temps. Non, mais c'est pas la peine de parler de tout ça. Non, mais bon, c'est vrai que tout ce qui était relié à l'art m'intéressait, tout ce qui était aussi relié à la culture du corps. Parce que j'avais une culture de comédienne aussi, parce que mon père était comédien, et donc qui me disait toujours, si tu veux être comédienne, il faut que tu saches danser, il faut que tu saches que tu connaisses bien les disciplines du cirque. Et puis effectivement, ça m'a énormément plu. Donc c'est comme ça que je me suis trouvée à faire du cirque. La musique, j'ai fait de la musique très jeune, et j'ai adoré ça. Donc voilà, vers 12-13 ans, 14 ans, j'ai commencé l'orgue. Que vous continuez de jouer? Oui, je continue toujours. Je joue très mal. J'ai aucun amour-propre là-dessus. Mais je joue toujours parce que j'adore ça. Voilà. Et de l'orgue, pas uniquement. Vous jouez, vous tâtez un peu du violon, vous jouez non, du piano. Le violon, je joue très mal. Non, le piano, oui. Bon, enfin, tout ça, c'est vraiment tout à fait en pratique amateur, hein, tout à fait. Par contre, j'ai un cœur. Là, ça, c'est vraiment le cœur du Delta à laquelle je tiens. Ouais, ça va falloir qu'on en parle un long moment tout à l'heure. Oui. Ce sera justement quand je parlais du temps que vous passiez dans les églises, c'est notamment avec ce chœur
d'artistes que vous Déjà dirigez. avec les orgues, mais enfin. Déjà avec les orgues, oui, par la force des choses. Alors c'est vrai que quand on dit Colline Serrault, on a tout de suite tendance à penser aux films cultes que j'ai pu citer. Il y avait aussi Saint-Jacques Lamecque que j'aurais pu citer, qui est assez récent, enfin qui a quelques années. Mais on a tout de suite tendance à vous rattacher plutôt à cet art-là, à l'art du cinéma, alors que vous avez fait des mises en scène, d'opéra, La Chauve-souris, entre autres. Barbier de Séville, là, qui joue en ce moment. Ouais. Qui joue en ce moment, exactement. Mais on vous rattache au cinéma, peut-être parce que c'est plus populaire, c'est plus grand public et que voilà. Oui, puis parce que c'est quand même le centre quand même de mon activité. Enfin, le centre. Quand on fait un film, c'est 3 ans. Donc c'est beaucoup de temps, et c'est écrire, réaliser, monter, sortir le film. C'est vraiment quelque chose de très très complet. Au théâtre aussi, c'est complet, mais on n'aborde pas tous les métiers qu'on aborde au cinéma. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de films. Je pense que j'ai fait plus de films que de spectacles ou écrits. Vous avez des gros succès aussi au théâtre, mais après c'est limité aux gens qui voilà, sont peut-être à Paris, qui viennent peut-être moins facilement au théâtre qu'au cinéma. Puis il y a eu le gros succès comme 3 hommes et un couffin qui a quand même cristallisé beaucoup de choses, je pense, en termes de notoriété en tout cas. Oui, international aussi. Oui, il y a eu le remake américain. Dont on se souvient. Vous portez quel regard, vous, sur votre parcours d'artiste, puisque vous vous définissez comme ça? Vous avez appris sans doute des choses sur vous-même, parce qu'on s'interroge beaucoup dans ce milieu-là, soi-même. Oui, mais je ne cesse d'apprendre sur moi-même. Avec ce que j'ai fait, vous voulez dire? Oui, vous avez appris quoi? Dites, vous ne cessez d'apprendre. Vous avez bien tiré des grandes leçons de vie, peut-être? Est-ce qu'on peut tirer des grandes leçons de vie, d'ailleurs, de ces métiers-là? J'imagine que oui. Oui. En tout cas, c'est toujours les moments où on perd qu'on gagne le plus. Alors, explication de texte. Non, mais ce qui est dangereux dans une vie, c'est quand on se met à avoir trop de succès. Ça, c'est dangereux, parce qu'on commence à ne plus regarder les autres de la même façon, et on se met dans l'arrogance. Tandis que les échecs vous apprennent, vous remettent en question, et c'est là qu'on fait des grands pas en avant. Et à quel moment vous avez fait un grand pas en avant? Tout le temps. Moi, je fais tout le temps des pas en avant. Autrement dit, quel est le plus gros échec qui vous a permis d'avancer? Il y a plein d'échecs tout le temps, mais non, mais je parle pas d'un échec commercial. Je parle il y a tout le temps des mini ou maxi conflits. On est confronté quand on dirige des gens, des équipes à beaucoup de problèmes humains qu'il faut régler tout le temps. Et au cinéma, on a des équipes qui vont au minimum entre 80 à 500 personnes qu'on doit diriger. Donc on est obligé d'avoir un regard sur soi-même, sur son comportement, sur les autres. Tout ce travail et c'est pareil sur scène. Quand on est sur scène, on doit absolument entrer en contact avec le public en face de qui on se trouve. Entrer profondément en contact, soit par l'humour, par la poésie, par la tendresse, par toutes sortes de choses. Et ce contact, il n'est pas donné tout de suite. C'est un travail, c'est un travail sur soi, sur les autres. C'est une écoute. Vous devez en savoir quelque chose. Ah oui, c'est quand même plus fascinant de votre côté parce que vous êtes en constante communication, justement, comme vous dites, avec des équipes, avec des gens, ne serait-ce que vos personnages que vous créez. Donc vous avez une observation de la nature humaine incroyable. Surtout qu'en plus, vous avez plusieurs billets pour l'aborder. Oui, mais je sais pas. Oui, mais ça se fait naturellement et je pense qu'aussi on apprend. Ça on l'apprend pas dans les écoles. Et on finit par scanner les gens. Je ne sais pas si on ne l'apprend pas dans les écoles. Que vous nous parliez, alors parlons-en maintenant, par exemple, de cette école dans laquelle vous avez été élevée, dans la Drôme, une école protestante, par 3 femmes extraordinaires. Elle était laïque, mais elles étaient protestantes. Elles étaient protestantes, voilà, qui est votre religion, on va dire, de départ, familiale. Ce qu'on nous apprend dans l'éducation, est-ce que ces 3 femmes-là vous ont appris, vous imprègnent pour toute une vie quand même? Ah oui, c'est sûr. Il y a des grandes leçons que vous avez dû apprendre dans cette éducation-là. Beaucoup de leçons de liberté, c'est-à-dire de confiance. Elles avaient confiance dans la nature humaine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de barrière. On était dans une nature extrêmement belle et libre. Il y avait des montagnes, il y avait des arbres, des montagnes, de la garrigue. Il n'y a jamais eu de barrière. Pour ceux qui connaissent, c'est à Dieulfi dans la Drôme. Et donc on était là. Et comme il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de fugue.
on pouvait partir pieds nus, on était toujours pieds nus. Hein. Ça, c'était aussi une règle qu'il fallait pas forcément chausser ses pieds l'été. Et puis alors, elles avaient fait une chose aussi qui était formidable, c'est que quand elles avaient construit l'école dans les années 30... Mais c'était des religieuses? Ah non, pas du tout. Pas du tout, hein. Non, pas du tout. Elles avaient d'abord construit la piscine. Parce que... Commençons par l'essentiel. Marguerite Soubeyran pensait que les gosses adoreraient la piscine. C'était essentiel dans un pays qui était quand même qui est chaud l'été. Ah oui, la Drôme, bien sûr. Et elle se disait, je vais emprunter de l'argent pour faire mon école. Et quand j'aurai fini, si j'ai pas de toit, on me prêtera de l'argent. Mais si j'ai pas fait, si j'emprunte de l'argent à la fin pour faire une piscine, on m'en prêtera pas. C'est moins sûr. Ouais. Donc c'est pour vous dire comment elle aimait les gosses et elle avait raison. C'est Marguerite Soubeyran dont vous parlez, on va dire la directrice. La directrice qui a fondé l'école. Et voilà, et au fond, elle avait raison. Et après, c'est devenu très très à la mode, tout ce sport, cette natation, etc., dans toutes les écoles. Mais elle était très visionnaire sur plein de choses. Cette liberté. Alors aussi, il y avait des assemblées journalières dont un quart d'heure était consacré à la culture. Pendant un quart d'heure, soit on écoutait des poèmes, soit on regardait un tableau, soit écoutait de la musique. Et après, il y avait aussi une assemblée où tout le monde pouvait parler avec une voix égale, c'est-à-dire qu'avec comme en démocratie, tous les enfants et les adultes avaient la même voix, en tout cas. Après, la hiérarchie, et puis on n'allait pas donner c'était pas du tout libre aux enfants de Summerhill, c'était pas du tout tout le pouvoir aux enfants, mais il y avait un lieu où ils pouvaient s'exprimer au même niveau que les adultes et dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, voilà. Donc c'était tout un enseignement extrêmement à la fois libre et qui prenait en compte les difficultés des enfants, parce que c'était souvent des enfants des cas sociaux, après-guerre c'était énormément d'orphelins, et toujours se dire, elle disait toujours, l'échec, c'est complètement l'exception, la norme, c'est réussir. Il faut mettre toujours les gens dans la capacité de réussir, dans une situation où ils peuvent réussir. Jamais dans une situation où... Alors on évite, et comme ça, en réussissant tout le temps, ils apprennent. C'est une belle devise de management, ça, que vous appliquez aux équipes que vous dirigez. Évidemment. C'est des petites PME, finalement, quand on dirige un film. Oui. C'est-à-dire ne pas forcément mettre les gens, dans une situation d'échec, donner confiance, inconditionnellement confiance. Et après, si ça marche pas, on dit, ben non, ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je voulais, ou je me suis trompé, je te l'ai mal dit. Mais, quand même, au départ, un amour et une confiance inconditionnelle, autrement, les gens ne sont pas productifs. Alors, vous parlez d'échec, en même temps, j'allais dire échec et demi, parce que si on prend votre filmographie, il y a un film que visiblement n'a pas été très nombreux à aller voir en salle, mais sachez que j'en faisais partie, c'était La Belle Verte. J'étais pas bien sûre d'avoir tout compris à l'époque où je l'ai vu, mais je me souviens avoir adoré ce film. Ah oui. Et ce film a été pour vous un échec commercial. Oui. En ce temps-là. Mais ce film ressort aujourd'hui, un livre CD, DVD plutôt, qui ressort chez Actes Sud, et qui ressort. Pourquoi? Parce qu'il fait écho, mais alors il avait combien d'années d'antériorité? C'était quand La Belle Verte? 96? C'est 95, 96. 96, oui. Donc voilà, pratiquement 15 ans d'antériorité par rapport au documentaire, moi j'appelle ça Coup de poing que vous sortez. Oui. Solution locale pour un désordre global. Et d'un seul coup, cet échec, finalement, a été un succès qui a juste mis un peu de temps à arriver. Quoi. Ah oui, oui. Mais tout de suite, ils l'ont sorti même avant Solution locale. Ils avaient déjà très envie de le C'était une fable écologique, on peut dire ça comme ça, La Belle Verte? Oui, on peut dire ça comme ça. Et maintenant, le film se vend très très bien. Et voilà. Et puis beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens m'en parlent, et on m'en parle presque plus que du Couffin maintenant. Oui, parce que c'est dans l'air du temps, qu'aujourd'hui les gens prennent peut-être enfin conscience qu'il y a urgence au niveau de la planète, et qu'il y a aussi une grande mode des films écolos qu'on peut voir à la Yann Arthus Bertrand, qui doit être une référence qu'on vous cite tout le temps. Voilà, aujourd'hui il y a une écoute, pour ça qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque où vous avez fait La Belle Verte. Ah oui, non. Il n'y avait pas de cette prise de conscience qu'il y a maintenant. Oui. Et la prise de conscience, elle a été sans doute aussi pour vous, j'imagine, quand on décide de s'atteler à un documentaire qui a dû vous prendre un temps assez faramineux, comme celui dont on va passer la bande-annonce dans quelques secondes. 3 ans. Oui. Ouais, 3 ans, voilà, c'est 3 ans d'une vie. Le temps d'un film. À quel moment vous vous êtes dit, il faut vraiment que j'utilise mes capacités, mon réseau,
mes moyens pour... Bizarrement, je ne me suis pas dit ça. J'ai commencé par faire le film d'une façon tout à fait organique. J'ai commencé avec ma caméra. C'est comme la piscine. On commence par la piscine. On commence par faire les choses, après on leur donne une forme légale. D'accord. Oui, c'est peut-être ça, au fond, oui. Oui, d'abord on commence par faire exister les choses. Donc j'ai tourné des gens que j'aimais bien et dont la parole, les expériences me paraissaient importantes et en tout cas me paraissaient peu entendues et très importantes pour les bases philosophiques et physiques, je dirais presque, d'une société nouvelle. Et j'ai commencé comme ça, et après je me suis dit mais c'est bien quoi. Ils disent des choses formidables. Donc j'ai commencé à me dire ben là on va faire un film. Mais j'ai pas eu une prise de conscience comme ça, à me dire je vais réparer le monde. Non, j'ai voulu simplement montrer ce qu'il y avait de positif, de possible à faire pour résoudre ces désordres qui sont énormes. Alors là, spécifiquement lié à l'agriculture, quand même. On est beaucoup sur l'aspect de l'agriculture. Vous dites des gens que j'aime bien. C'est pas que des gens que vous aimez bien, c'est surtout des références mondiales, chacun dans leur pays, sur un aspect spécifique de l'agriculture. C'est quand même pas n'importe qui, ces gens-là. Non. C'est pas n'importe qui, mais il y a aussi des gens qui sont n'importe qui et qui sont justement pas n'importe qui, même s'ils sont n'importe qui. Je veux dire, je parle des paysans. Une parole, en tout cas. Mais oui, mais il y a des petits paysans et les petits paysans sont tout à fait aussi importants que ceux qui sont des références parce que c'est eux qui font les choses. C'est eux qui font les choses. Des plus humbles, c'est ceux-là les plus importants. Et c'est aussi ce que je voulais avec ce film. Ne pas faire simplement parler les grands ténors. De toute façon, les grands ténors, ils parlent pas dans mon film parce que c'est tous des gens très combattus. Hein. Lydia et Claude Bourguignon, c'est des gens qui n'ont pas tellement. Vous les avez pas tellement entendus à la télévision, Lydia et Claude Bourguignon. Non, mais je les ai trouvés géniales. Pour tout vous dire, je vais être honnête. Hein, quand je suis allée à la soirée presse où les journalistes sont invités à voir le film, je me suis dit mon Dieu, 1h53 d'interview comme ça, alignées les unes derrière les autres, comment je vais tenir? Et finalement, on est scotché sur son siège de la première minute à la dernière minute parce que le discours est extrêmement fort. Et puis après, c'est bien illustré, donc on voit très bien de quoi il parle, mais le discours est impressionnant. Il est dense, oui. Et puis, il n'est pas ennuyeux. Je l'ai monté comme un thriller, moi. C'est mon métier, hein. Oui, tant qu'à faire. Avec plein d'humour aussi, puis des belles images. Mais ça, c'est pour les servir que je l'ai monté. Ça, c'est la forme pour faire passer le fond, quoi. Mais oui. Alors, je vous propose, moi, qu'on regarde la bande-annonce pour nos téléspectateurs et on y reviendra juste après. C'est parti. Solution locale pour un désordre global. Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale, en fait? C'est l'éradication de la paysannerie qui se fait massacrer au front. The pesticides came out of the war, the fertilizers came out of the war. L'invention des gaz moutardes qui va donner tous les insecticides. Green Revolution has received a Nobel Prize for Peace. Et la Révolution verte, elle était verte par la couleur du dollar. It's called the Green Revolution as an alternative to the Red Revolution which is spreading from China. And today we are facing one of the biggest suicide rate in the world. C'est une grande caractéristique du début de l'an 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres ça suffit, quoi. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu parce que ça commence à être franchement pénible. Ça peut se terminer à la mitraillette cette affaire. Parce que c'est une grande violence d'empêcher les gens de vivre. On voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Comme ces crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc pour revenir au Danemark. Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés. Dans les années 70, on n'avait pas le droit de dire qu'on cultivait bio parce que c'était, paraît-il, de la concurrence déloyale. On parle d'environnement, mais jamais du fait que le premier environnement des humains, c'est le corps maternel. L'économie, au sens moderne, c'est un truc de mec. Pour eux, toute leur virilité s'exprime. Plus j'ai un gros tracteur, plus je défonce la terre, plus je la viole profondément, plus je suis un mec. Alors que faire? Quelques solutions sont indiquées dans ce film. Bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Solution locale pour un désordre global. J'ai du mal à dire ça, mais c'est réjouissant comme film à aller voir. Mais on se prend une claque dans la figure aussi, hein. On n'a qu'une envie, c'est d'aller le diffuser partout et de dire mais regardez, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis bon, en même temps, quels sont nos moyens à nous? On en a. Il faut se mettre en lien déjà, en lien avec ceux qui font des choses, si on est d'accord avec ce qu'ils font. Et pas forcément. Ce qu'il y a de bien aussi dans ces solutions-là, c'est qu'elles transcendent
presque, je dirais, les classes sociales et les clivages politiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On sait qu'il faut qu'on mange bio maintenant. On sait qu'il faut que nos enfants mangent sainement quand même. Donc on peut très bien se mettre tous ensemble pour exiger ça dans nos écoles et dans les villages, quartiers, villes. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont très précises, très concrètes. Oui, sauf qu'aujourd'hui, quand on veut manger bio, on sait encore que malheureusement, en tout cas, chez moi, ça se passe comme ça dans mon supermarché, c'est encore plus cher. Donc, quand on veut manger bio, c'est donc un investissement financier. Et après, on le fait parce qu'il faut bien. Enfin, on le fait. Oui, voilà, mais ça ne devrait pas être comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que une agriculture est subventionnée et pas l'autre. Parce que l'agriculture qui est vraiment chère, c'est l'autre. Là, c'est l'agriculture conventionnelle, et donc la nourriture conventionnelle qui n'est pas bio, c'est celle qui est la plus chère du monde. Elle demande des tonnes d'intrants, d'engrais, des tonnes de pesticides, des tonnes d'irrigation et de racheter tout le temps les semences. Alors que l'agriculture biologique repose sur un écosystème totalement gratuit. Donc c'est celle-là qui est chère. Mais on a fait semblant, on vous a fait croire qu'elle n'était pas chère, parce qu'on a pris votre argent par les subventions, on l'a subventionné avec votre argent. En fait, vous la payez 2 fois, je vous signale. Voilà. Non, mais en plus, c'est formidablement expliqué. C'est un film qui marche très très bien, donc j'en suis vraiment très heureuse pour vous. Je vous incite, si vous ne l'avez pas vu, à aller le voir, évidemment. J'imagine que quand on fait un documentaire comme ça, qui vous prend 3 ans de votre vie, toute votre tripes, toute votre énergie, et Dieu sait que vous en avez à revendre, est-ce qu'on imagine, en cinéma du moins, revenir à une j'allais dire une simple fiction, ne le prenez pas mal, mais revenir à une fiction plus légère, à faire un truc, Oui, c'est ce que je prépare, c'est pas forcément plus léger. Moi, j'ai jamais pensé que je faisais des choses légères. Je fais des choses avec légèreté, mais qui ne sont pas légères. Je vais dire, par exemple, 3 hommes et un couffin, c'est une écologie de la paternité. Hein. Ah ben oui, totalement. Donc, non, mais la forme est très agréable, très sautillante, très légère comme ça, avec des vrais traitements de fond, on est d'accord. Mais voilà, est-ce qu'on se dit, non, cette fois-ci, je vais faire un documentaire sur il faut sauver la mer, et puis le prochain, c'est il faut sauver les planètes. Là, je me suis pas dit il faut sauver, je me suis dit, mettons en lien ceux qui ont envie de le faire et donnons-leur envie de le faire. Parce que c'est pas moi ni le film qui vont sauver quoi que ce soit, mais au moins montrons les gens qui font des choses, et effectivement dans une forme qui soit, elle n'est pas légère, mais elle est agréable dans le sens où on s'ennuie pas. C'est aussi ça, mettre sa compétence au service d'une cause, c'est cette narration que j'ai organisée pour que les gens aient envie de continuer à écouter ça. Mais par contre, le processus inverse, si on fait une fiction, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire pour que tout ce que je voudrais dire, tout ce que de profond et que je voudrais dire, prenne une forme légère. Alors, il y avait un film dans votre filmographie qui est peut-être pas, je pense, celui qu'on cite le plus en tout cas, je ne sais pas s'il a marché ou pas, c'était Saint-Jacques-la-Mecque. Et moi je me suis, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, il faudra qu'on invite Colline Serrault un jour. C'était l'histoire de tout un groupe qui partait en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, sauf qu'il y avait 2 gamins qui pensaient qu'ils allaient à la Mecque. Mais bon, toujours est-il que le pèlerinage était à Saint-Jacques. Et je me suis demandé si cette histoire de pèlerinage, c'est pas anodin quand même quand on fait un film à votre manière, bien sûr, à votre sauce, mais sur Saint-Jacques. Il y avait un appel à ce niveau-là. C'était quoi l'idée? Par rapport à Saint-Jacques, ça aurait pu être n'importe quel autre pèlerinage finalement. Ah, Saint-Jacques, parce que le pèlerinage, c'est une immense tradition dans toutes les cultures et dans toute l'humanité. Tradition que vous avez honorée de vos pieds? Un peu aussi, oui, moi aussi, oui. Pas entièrement tout le Mais vous avez fait un petit bout de Saint-Jacques alors? Oui. Puis j'ai fait d'autres marches. La marche, d'une façon générale, c'est un rituel très important dans l'histoire de l'humanité. Et le pèlerinage, énormément aussi. Toutes les religions et tous les peuples ont eu des pèlerinages. Le pèlerinage, c'est comme dans les contes. Quelqu'un qui sort de chez lui, qui va dans les bois et qui rencontre le monde, l'autre et lui-même. Avant de revenir, c'est un chemin initiatique. Tout à fait. Et il y avait un appel à pas remettre Pascal Légitime et Muriel Robin sur une route de pèlerinage. Ça correspondait en quoi? Il y avait une recherche, vous, spirituelle ou pas vraiment, en fait? Écoutez, la spiritualité, c'est une chose dont je ne parle pas, parce que je pense que c'est quelque chose de secret, d'intime, et que enfin, ça, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai pas envie d'en parler, pas en parler comme ça, en tout cas. D'accord. Mais, alors, on peut aussi essayer, par contre, de définir ce que c'est que la spiritualité. Est-ce que c'est
alors, dans la religion catholique, c'est le lien avec Dieu, avec le sacré, avec le Christ. Bon, est-ce qu'on peut aussi, moi je pense que ce lien-là, il a pris cette forme-là dans cette religion-là, mais il peut s'appeler tout à fait autrement dans d'autres religions, et il peut s'appeler aussi autrement chez des gens qui se disent pas spécialement croyants dans un Dieu. Un seul Dieu. Il y a peut-être des milliers de dieux. Il y a peut-être un cosmos aussi avec lequel on peut se relier. Il y a des êtres vivants avec lesquels on peut se relier. De toute façon, spiritualité ou religion, c'est la question de se relier, quoi. Oui, parce que d'où vient le mot religion d'ailleurs, Oui. religere, se relier en latin. Vous venez d'une famille quand même ultra religieuse, 11 pasteurs d'un côté, une religieuse catholique de l'autre. Enfin, vous étiez, entre guillemets, vous étiez cerné, quoi. Oui, c'est un bain très artistique et puis très religieux aussi. Mais alors quand je suis née, ils avaient vraiment déjà tout envoyé loin. Ah, les 11 pasteurs étaient déjà morts? Ah non, mais les 11 pasteurs, il y en avait. Mon grand-père, donc, était pasteur, était déjà très âgé. Et j'étais à l'école du dimanche parce que ça se faisait, parce que voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié cette culture. J'ai beaucoup apprécié de connaître la Bible et de connaître très profondément l'histoire de la Bible et surtout de l'Ancien Testament, parce que l'école du dimanche, c'est beaucoup l'étude de texte quand même. C'est l'étude du texte, c'est l'étude des grandes histoires, des grands mythes. Je dirais que ça, l'étude de la Bible, c'est vraiment ce qui a fondé mon écriture de scénario. Ça, je veux dire, pas sur le plan religieux, mais sur le plan des grandes histoires humaines. Le mythe et le conte, d'une façon générale, j'en étais imbibée depuis toujours, et je me suis toujours passionnée pour ça, parce que je pense que si on ne connaît pas ça, on n'a pas toutes les grandes ficelles de scénario. Mais d'ailleurs, tous les gens qui sont à Hollywood, hein, ils ont soit la culture juive, soit la culture protestante, parce que c'est la culture des mythes, du texte. La culture catholique aussi, mais les catholiques ils sont passés par des exégèses, ils ont interprété, ils ont moins directement accès au texte, je trouve. C'est deux cultures assez différentes. Et quel est le grand épisode de la Bible particulièrement, si on devait en extraire un, qui vous a spécifiquement marqué, soit parce qu'il vous a aidé littéralement et directement dans votre métier, soit parce qu'éventuellement c'est un épisode qui, sans bien comprendre pourquoi, vous y pensez régulièrement? Est-ce qu'il y en a un? Ou un personnage, ça peut pas forcément un épisode, ça peut être un personnage aussi. Oui, il y en a tellement. Ils sont tous des grands. Nos histoires. Enfin, tous les personnages de la Bible sont en fait racontent nos histoires à un moment de nos vies. Avec l'envie peut-être un jour d'en faire quelque chose vraiment au cinéma ou oui, sur la scène. J'aimerais bien faire l'histoire de Joseph. Oui. Joseph, le papa de Jésus? Ah non. Pas celui-là. Non, le Joseph de l'Ancien Testament. Oui. D'accord. Mais il y a comment, enfin, plutôt cinéma, plutôt théâtre? Cinéma, mais ça a déjà été fait. Tout Hollywood s'est emparé de tout ça. Non, il faut trouver des histoires transposées. L'histoire de la. Oui. Vous assistez à la création en direct du prochain projet de Colline Serrault. Alors, regardez bien, parce qu'on n'a pas droit souvent à un moment de... Non, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les 3 hommes et un couffin, enfin, c'est vraiment l'histoire des rois mages, quoi. Sauf que... Ah, mais je l'avais pas vu comme ça. Alors, 3 hommes et un couffin, c'est l'histoire des rois mages. Sauf que là, dans le berceau, il n'y avait pas un garçon, il y avait une fille. C'est aussi ça, le mythe. C'est que le Christ peut devenir féminin. Je l'avais jamais trop bien vu comme ça, mais pourquoi pas? Si, il faut rechercher dans vos anciennes productions. L'adoration devant des mages devant l'enfant. Bah oui. D'accord. Et c'est très transposé quand même, hein. Très très transposé. Je vous ai promis et j'en ai très envie qu'on parlerait de la chorale du Delta, parce qu'en fait vous aimez bien diriger. Vous avez un don pour ça, clairement. Sinon vous ne seriez pas à cette place-là. Oui. Alors parlez-nous de la chorale du Delta. Parlez-nous de votre bébé. Oh, la chorale du Delta, c'est né. J'avais donné un stage à des comédiens chez Jean-Michel Ribes, au Théâtre du Rond-Point. Et il y avait beaucoup de comédiens. Et moi, je leur avais dit, écoutez, moi, je veux bien vous apprendre à jouer, mais d'abord, il faut faire du yoga. Il faut lire la Bible. Non. Il faut faire du yoga, et puis il faut chanter, parce qu'en chœur, et faire une forme. D'abord, plusieurs heures de chant, yoga et gym. Voilà, pour que le corps marche, et après on verra pour l'esprit. Donc on avait commencé un chœur avec des gospels et des choses, et du Bach, évidemment toujours du Bach, et puis des chorales et des canons. Et puis ça avait marché, ils avaient adoré ça. Moi, comme j'adore le chant choral depuis des années,
Depuis, avec mon professeur d'orgue, déjà, on avait monté une chorale à l'église Notre-Dame des Victoires. On faisait les messes de Pâques, de Noël, etc. Elle était titulaire de l'orgue, du grand orgue de Notre-Dame des Victoires. Micheline Lagache, une femme géniale. Donc, l'histoire de la chorale, ça a toujours été... c'est une longue histoire. Donc, on a monté ça. Et puis, après, ça a continué. On a continué au cinéma des cinéastes. Mais c'était minable. On était 15, 20. J'avais pas de piano. Je faisais ça à l'oreille avec mon diapason ou alors avec un petit pipeau avec des notes. Enfin. Et puis, petit à petit, ça a grandi. On a commencé à donner plein de concerts. On donnait au début des concerts. On n'était pas très sûr de nous, dans des bars, dans des choses comme ça. Une chorale dans un bar. Oui, mais c'était bien. Puis on chantait du Bach. Démocratiser le chant choral. Et puis, non, des bars un peu branchés, quoi. Voilà. Et puis, petit à petit, voilà. Et du Bach dans un bar, au secours. Et après, c'est devenu... alors. Ah bah oui, non, mais ça, les gens adoraient ça. Les gens adoraient ça. D'accord. Et après, voilà, on a commencé à grandir et à donner de plus en plus de concerts. Et puis, avoir des meilleurs lecteurs. Il y avait beaucoup de musiciens et de chanteurs et de comédiens qui sont venus dans cette chorale. Et maintenant, on a vraiment un bon niveau. On chante dans beaucoup de concerts. On a un temple protestant qui est celui de Saint-Pierre-Rumanin qui nous accueille 2 fois par an. On est un peu partenaire avec eux. On répète chez les aveugles à rue Petit, Madame Sisman, qui est une femme merveilleuse. Vous tous qui habitez en région. Mais et voilà. Et alors non, ce qui a vraiment donné le coup d'envoi, on a fait des tournées depuis 4 ans dans les petits villages, les chapelles et les églises de la Drôme. Et ça, c'est vraiment magnifique. On redonne vie aux églises, on remet les gens du village dans leurs églises, là où ils ont leurs souvenirs, leurs histoires, leurs familles, leurs naissances, les morts, les mariages, etc. C'est les grands lieux quand même, je dirais des cloutages de la vie, les églises. Et donc on fait ça, on chante et on raconte, je raconte beaucoup entre les morceaux la vie des compositeurs, pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait. Donc je fais en sorte que ensuite quand on entend le chant, c'est facile, c'est humain, c'est quelque chose qui nous concerne. C'est pas un truc pontifiant. Et pourtant, c'est souvent des chœurs qui sont assez complexes, sur le plan musical. Vous donnez 2-3 clés de lecture avant, et alors vous avez proposé quoi, par exemple, comme programme? Donc, du Bach, on a bien compris. Oui, là, par exemple, on donne beaucoup d'extraits du Messie et d'Israël en Égypte de Handel. Handel, bien sûr. Dans notre prochaine tournée, qui va avoir lieu là en juillet-août, dans toute la Drôme. Et on donne du Schubert, on donne des Jeannequin, Josquin-des-Prés, Schubert, on donne des gospels aussi, des choses très modernes. Voilà, ça couvre un peu toute l'histoire de la musique. Alors, moi, il y a une chose qui me choque, et puis j'ai une question. Alors, dans la chose qui me choque, c'est pourquoi que la Drôme, ça fait un peu excluant pour les autres régions? Parce que j'ai une maison là et que mes choristes habitent chez moi. Ah oui, c'est pratique, d'accord. Voilà. Alors la question est directement liée... Moi j'aimerais bien aller ailleurs. Oui, parce que justement, les gens vont voir cette émission, vont vous entendre, vont dire il faut qu'elle vienne dans mon église, Colline Serrault, avec son cœur et tout ça. C'est blindé, à chaque fois, les concerts sont plein. Mais si on veut vous faire venir ailleurs en France, on a envie de... Comment on s'y prend? La seule chose, c'est qu'il faut pas... On essaie qu'il n'y ait pas l'argent là-dedans, trop. Oui. C'est-à-dire que c'est gratuit, les concerts sont toujours gratuits, on fait un chapeau après... Et le chapeau, il sert à faire manger les choristes pendant le temps où on est là. Vous comprenez, donc parce que j'ai la maison là, parce que j'ai tout un réseau de gens qui m'aiment bien et que j'aime bien, avec qui je travaille des villages, c'est des villages. Mais on peut faire ça en Ardèche, on peut faire ça dans le Nord, on peut faire ça où on veut, mais il nous faut une grande maison. D'accord. Vous êtes combien? On est 45 quand même. Alors voilà, si vous avez de quoi loger 45 choristes, plus que ils sont vraiment sympas parce qu'ils veulent bien se mettre à 4 ou 5 dans une chambre et avoir... Et vous vous libérez tous pour aller chanter, faire une tournée, c'est incroyable. Ah oui, ils sont merveilleux, puis ils chantent bien. C'est vraiment des gens formidables qui viennent dans cette tournée. Et d'ailleurs maintenant, c'est presque une tradition là-bas, on est attendus, et les gens, on les aime autant qu'ils nous aiment, quoi. Et surtout, on refait vivre ces églises. Et pour moi, c'est très important. C'est un lieu social aussi, l'église. L'église, les temples aussi. Et les temples, bien sûr, dans les deux. Mais quand même, souvent, les plus belles, c'est les églises. Excusez-moi. Mais... Et vous y trouvez... Les chapelles romanes, c'est quelque chose perché dans les montagnes, c'est beau. Et à part une esthétique, vous y trouvez quelque chose d'autre dans ces églises où... Je trouve le public. Et la relation, encore une fois, se relier.
C'est-à-dire que nous, on est fous de notre répertoire, on est reliés, nous, dans cette chorale par la musique, mais ensuite on est reliés avec les gens qui viennent l'entendre, sinon ça sert à rien. Alors, vous nous avez dit être organiste aussi. C'est quand même pas un instrument anodin, alors, parce que c'est quand même l'instrument qui officiellement accompagne les célébrations. Oui. Mais vous le faites encore de manière, je ne veux pas dire professionnelle, mais il vous arrive d'accompagner des célébrations ou... Non. Non. Non, non. C'est vraiment pour votre plaisir propre. C'est pour moi. Moi, c'est vraiment un plaisir presque intellectuel maintenant. C'est-à-dire que j'aime jouer Bach, exclusivement Bach, et surtout les choses. Les fugues, les contrepoints, et là où il y a beaucoup de contrepoints, je ne suis pas spécialement sur un répertoire brillant. Ou c'est un exercice, une méditation, quoi. Oui. D'accord. Bon, on va rester dans l'intellectuel avec un petit bout de lecture. Colline Serrault, vous nous avez apporté un livre. Alors, je l'avoue, sans aucune honte, je ne connaissais pas. Il s'agit d'un philosophe. Il s'appelle Jean-Claude, son prénom. Jean-Claude Michéa. Michéa. Et vous pouvez nous dire déjà un peu qui il est, ce philosophe-là, et pourquoi vous avez voulu qu'on parle de lui? Alors, c'est intéressant parce que Michéa, c'est intéressant ici, en plus, d'en parler, je pense, parce que Michéa, son origine, elle est communiste. D'accord. Son père était... Je ne vois pas directement le lien avec KTO, mais vous allez l'expliquer. Justement, c'est très intéressant, parce que si, parce qu'il est communiste. Vous savez, le communisme, c'est la prolongation du christianisme. Hein. Oui, dit comme ça peut être un peu choquant pour certaines personnes, mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, si, c'est quand même la philosophie du partage. Hein. Et donc son père était chroniqueur sportif à l'UMA. Il a été baigné dans un monde où on étudiait les rapports de classe et où on étudiait comment améliorer la condition du peuple. Parce que c'est quand même ça aussi l'idée communiste. Et puis il est devenu philosophe. Il est un prof de philosophie qui écrit des bouquins vraiment très beaux et qui sont pas beaucoup vus ni lus. Enfin, il commence à être connu maintenant. Mais ce qui est intéressant à cette théorie, c'est qu'il date la maladie du libéralisme dans laquelle on est maintenant, de cette société qui n'a plus qui n'a plus d'éthique, qui n'a plus d'éthique et qui se permet, au nom du marché et du libéralisme, d'écraser la terre, et les gens, etc. Il date cette naissance d'après les guerres de religion. Et il dit que ça a été un tel traumatisme dans le pays, dans l'Europe en général, les guerres de religion, la guerre civile, la guerre destructrice par excellence, que ensuite il y a eu un espèce de credo qui disait plus jamais d'idéologie, plus jamais de religion, plus jamais ça. On va maintenant seulement se fonder sur le marché et sur l'égoïsme bien de chacun qui va être régulé par les lois du marché. Et donc il date de ça. Et lui, il dit que le seul remède à ça, c'est de retrouver une société qui soit éthique, dont les fondements éthiques, religieux et philosophiques soient reconnus localement et qu'on ne détruise pas ces fondements-là parce que... Les racines, c'est cela qui nous... C'est ce qui vous intéresse dans son discours. Je trouve que c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant d'en parler ici parce que c'est justement... il est athée, bien sûr. Il est communiste. Il n'est plus du tout communiste. Il a lâché le parti depuis des années à cause des horreurs qu'ils ont fait, etc. Mais... et son enracinement, il pense que le remède à cette société, c'est l'enracinement dans une éthique, une philosophie et des traditions religieuses quand elles existent, structurent les gens et les amènent des solidarités et les rendent capables de résister au laminage du libéralisme qui veut que des gens coupés de leurs racines et des nomades délocalisables à l'infini. Voilà, c'est un peu sa théorie. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler ici. Ça a dû vous choquer quand on a voulu gommer les racines chrétiennes de l'Europe au moment de la rédaction de la Convention européenne. Ça a dû vous faire réagir il y a quelques années. Bien sûr que ça amène à toutes sortes de dérives, ça. C'est-à-dire que quand il n'y a plus aucune éthique qui mène une politique, mais seulement le marché,
Eh ben, c'est comme il dit, après tout, à titre privé, on peut regretter certaines choses. On peut regretter que les patrons du CAC 40 touchent des indemnités phénoménales quand ils partent d'une entreprise, mais à titre pas privé, c'est-à-dire dans la société, c'est comme ça. Et on peut dire aussi, c'est pas bien quand même que 40 000 voitures brûlent chaque année, mais si ça c'est à titre privé, on a privatisé toute notion éthique. Par contre, sur le plan du marché, c'est bien qu'il y ait 40 000 voitures qui brûlent, parce que finalement, ça relance l'économie. Et il vaudrait peut-être mieux qu'il y en ait 400 000, quoi. Non, mais voilà. C'est bien connu. Une bonne guerre aussi, ça relance l'économie. Voilà, une bonne guerre aussi. Et puis, il pousse le raisonnement jusqu'à la prostitution, en disant, après tout, la prostitution, c'est un métier comme un autre. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne serait pas libre? Il n'y a pas de fondement éthique. Donc vous pouvez pas dire la prostitution ou le voile, c'est pas bien. C'est toutes ces dérives. Parce que c'est l'étoile jaune de la condition féminine, non. La prostitution, faisons donc un master de prostitution, une filière de prostitution avec les professeurs, les inspecteurs, etc. Je veux dire que c'est n'importe quoi. Alors, si vous prenez l'émission en cours de route, nous ne sommes pas du tout en train de faire l'apologie de la prostitution. Non. Au contraire. Voilà, regardez l'émission en entier, vous comprendrez pourquoi nous en sommes venus là. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre et fonder une société sans éthique, sans philosophie et sans racines que vous pouvez appeler religieuses, mais en tout cas qui relient les gens entre eux. Voilà, c'est ça qu'il dit, et je trouve que c'est très beau. C'est un propos assez dense. Je ne sais pas si c'est très facile d'en extraire une phrase. C'est l'Empire. On va quand même donner le titre. L'Empire du moindre mal. L'Empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale. Et c'est chez. On va donner l'éditeur. Champ. Essai. Champ. Essai. Pour ceux que ça intéresse. J'ai expliqué sa pensée. Je ne vais pas vous embêter en le disant. Non, pas du tout. Y a-t-il une valeur, Colline Serrault, à laquelle vous tenez particulièrement? Une valeur soit qu'on vous a inculquée enfant et que depuis vous vivez avec, vous essayez de la faire partager, ou alors une valeur que vous avez envie de transmettre, ou une contre-valeur qui vous énerve foncièrement, qui vous agace. Il y en a tellement. Qui vous énerve ou qui vous non, qui vous stimule? La seule valeur, c'est l'égalité entre les humains. C'est rigolo parce que d'habitude, les gens qui viennent là, ils disent la seule valeur, c'est l'amour. Quand il n'y en a qu'une, c'est l'amour. Pour eux, c'est l'égalité entre les humains. Oui. Mais je dis pas que c'est pas bien. Non, c'est l'exploitation et l'inégalité qui est quand même la plaie. Et l'amour, de toute façon, l'amour, c'est la loi universelle, il n'y en a pas d'autre. Ah oui, d'accord. La valeur, c'est l'égalité et l'amour, c'est la loi universelle. Le seul musicien, c'est Bach. Oui, mais alors vous me poussez. Je vous résume un peu. Vous me poussez dans des choses très simplifications comme ça. Non, bien sûr que non. Donc en tout cas, l'égalité. Il y a aussi le travail, il y a aussi la rigueur, il y a aussi la précision, il y a aussi l'honnêteté, tout ça. Bon, voilà. Je voudrais qu'on termine l'émission. On a encore du temps, rassurez-vous, on a 9 minutes. Je voudrais qu'on termine l'émission avec une série de questions qui partent un peu dans tous les sens et auxquelles vous répondez un peu comme vous pouvez. C'est des questions qui n'ont pas été préparées avant des réponses surtout qui n'ont pas été préparées avant par Colline Serrault. Et je sais que c'est pas toujours évident de répondre. Moi, je voulais d'abord savoir si sur un plan artistique, vous aviez des références fortes, en dehors de vos parents, 100 ans. Est-ce que, en tant qu'actrice, ou en tant que réalisatrice, ou en tant que metteur en scène, vous avez comme ça des gens référents qui vous ont aidé à vous construire aussi? Oui, mais c'est transversal, c'est pas forcément dans les domaines. C'est l'histoire de votre vie, ça, la transversalité. Donc, je sais que j'ai été très 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 marquée par la peinture, en particulier par Rembrandt. C'est vraiment le peintre qui, dès que j'ai des interrogations, je regarde ses autoportraits, quoi. C'est quelque chose qui me nourrit tout le temps. Ah, c'est incroyable. Oui. Et comment en regardant un autoportrait de Rembrandt, ça vous... Parce que lui-même s'est tellement cherché dans ses autoportraits et qu'à toutes les étapes, c'est absolument extraordinaire. Les portraits de Rembrandt, on peut les regarder pendant des heures. On peut analyser qu'est-ce qu'il regarde lui, qu'est-ce qu'il a compris, comment il montre et sa grandeur et sa déchéance. C'est extraordinaire. Et puis surtout avoir moi j'ai des bouquins où il y a tout depuis tout jeune. Quand il posait comme ça devant un énorme tableau avec des yeux complètement noirs qu'il n'a pas peints, qui sont comme des trous dans quoi rentre le monde, quoi. Et ça, il devait avoir, je sais pas, 18-20 ans quand il a fait ça. Et les derniers portraits qui sont presque sans plus aucun dessin. C'est juste de la matière, comme s'il lui-même sentait déjà sa dilution
dans le cosmos, quoi. C'est extraordinaire. Et ses regards, sa façon dont il se regarde lui-même, dont il regarde comment ça se démolit et comment ça se construit tout en se démolissant. Ça, pour un artiste, c'est fondamental de regarder ça. Et vous peignez vous-même? Je fais des photos-peintures, moi. Je fais beaucoup de photos et voilà, je fais des tableaux avec des photos. Ah, mais à partir de photos et que vous étendez... Enfin, comment dire Oui, que je trafique, mais de façon numérique, hein, avec des logiciels, oui. Ah d'accord, ce sera pour une prochaine fois pour qu'on puisse voir. En dehors de vos propres productions, est-ce qu'il y a un film aussi référence pour vous? Un film qui fait date, qui vous a fait comprendre peut-être des choses sur la manière de filmer? Tous les films de Chaplin. D'accord, une œuvre collective, enfin collective, globale plutôt, entière. Chaplin, c'est vraiment le... Pour moi, il n'y a rien eu d'autre de formateur comme ça, dans le cinéma. Hein. Donc pareil, quand vous avez des interrogations, vous revenez sur un bon vieux Chaplin pour... Ah oui, surtout Limelight, City Light, ces deux films-là. Les Lumières de la Ville. Kid, bien sûr, oui. Kid. Et vous allez trouver quoi? Aussi pour le scénario, parce que c'est admirablement écrit. Admirable. Et il a la science du retournement, il a la science du... c'est les grandes ficelles de la Bible, hein, ça c'est pareil. Hein. Tout d'un coup, vous êtes méchant, puis paf, tout d'un coup vous êtes gentil. Je crois que je vais lire la Bible différemment après cette émission, moi. Non, mais c'est intéressant de vous entendre. C'est formidable. Ouais. Ah oui, il faut lire la Bible illustrée par Doré et la lire à vos mômes. Je vous assure ils vont devenir des assez... Moi, j'en ai mon petit-fils, il est un accro de la Bible. Hein. D'accord. Alors on note les références. Oui, il faut pas. Il n'y a pas de morale, il y a de la vie. Quoi. Ouais. Si vous pouviez organiser une sorte de dîner idéal, où vous pourriez vraiment inviter qui vous voulez, des gens morts, des gens vivants, des gens connus, pas connus. Vous inviteriez qui, vous, à ce dîner idéal? Les gens de mon enfance, tout simplement. Ah, le vert paradis, alors, de l'enfance. Oui, l'enfance, oui. Il n'y aurait pas des grands personnages illustres que vous auriez voulu rencontrer Non. Alors, ça veut dire qu'il y aurait qui? Il y aurait les gens que j'ai aimés dans mon enfance, comme tout le monde a aimé les gens qui les ont élevés, quoi. Il y en aurait du monde avec 11 pasteurs pour bénir la table. Hein. Il y aurait des paysans aussi, parce que j'aime les paysans. J'ai beaucoup à apprendre d'eux. Donc une table d'artistes, de musiciens et de paysans. Des paysans, oui. Ah, ce serait pas triste, il faudrait m'inviter. Quel est le lieu qui vous ressemble le plus, Colline Serrault? Est-ce qu'il y a un lieu qui vous parle plus qu'un autre, ou je ne sais pas, vous laissez aller plus qu'un autre, ou votre âme est en repos, comme on dit? Vous voulez dire une ville ou un... Je ne sais pas, comme vous voulez, une ville, un paysage, un lieu précis. Toujours dans la nature. Forcément. Oui, les montagnes, la nature. Un endroit très vert. Non, pas forcément vert, mais un endroit où il n'y a pas de construction humaine. Où il n'y a pas de construction humaine, d'accord. Oui. Est-ce que vous avez une phobie ou peur de quelque chose, une grande peur, une grande angoisse, une grande inquiétude? Comme je suis quelqu'un au fond très très angoissé, probablement. Ah, vous le dégagez pas du tout? Mais non, justement, j'ai probablement réussi à refouler ça. Donc j'ai pas de phobie. J'ai apparemment pas peur, quoi. Pas peur de rien, même pas de la mort? Ah non, alors ça j'ai peur de beaucoup de choses, mais pas de la mort. Je crois pas. Tiens donc. Peut-être ça viendra. Hein. Mais... Et pourquoi pas? Enfin, je crois que j'ai vu des gens autour de moi mourir bien, avec envie, et ayant bien accompli ce qu'ils avaient à faire. Ah, attendez, racontez-moi ça. C'est quoi mourir bien? Non, mais c'est intéressant. Oui, on peut arriver à un certain âge où ses forces vous abandonnent, où on est bien content, on est entouré de gens qui vous aiment, on a fait ce qu'on avait à faire, et on n'a plus trop envie. Et on s'éteint, sans maladie, C'est ça la mort. C'est pas forcément dramatique, maladif, hospice, machin. On meurt comme ça dans votre famille, en tout cas. Moi, j'en ai vu quelques-uns, oui. Et ça, donc, et vieillir bien. Donc, ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis. D'accord. Et si je me dis, ce que je voudrais, c'est arriver à ce stade où on en a envie, quoi. Où c'est tellement naturel qu'on en a envie. On passe à autre chose. Moi, ça m'intéresse de suivre la suite du feuilleton après. Est-ce que vous avez un grand rêve inachevé? Enfin, vraiment, vous voudriez aller au bout de ce projet, justement? Alors, Dieu merci, vous avez le temps, mais avant de, justement... Pas tellement. Non, je sens bien le temps qui se rétrécit. Grand projet, non. Il n'y a pas quelque chose que vous aimeriez absolument faire, ou voir se faire, ou réaliser?
ou concrétiser avant de partir? J'aimerais bien, oui, et c'est pas pour moi. Ce serait plutôt qu'une certaine forme de vision de la vie, pas triomphe, mais en tout cas devienne plus majoritaire. C'est plutôt ça que j'aimerais. Moi, je crois que j'ai à peu près, même si ça s'arrêtait maintenant, ça serait pas un drame, quoi. J'ai à peu près fait des trucs quand même, enfin, qui peuvent rester, quoi. Puis les gens en France, qu'ils en voudront, mais j'ai pas de regrets, quoi. J'ai pas de choses que j'ai pas faites. J'ai fait des mômes, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Et puis je vais encore en faire. J'ai encore très envie d'en faire. Des mômes? Non, ah bon. non, des choses que j'ai envie de faire. Mais non, j'ai plutôt envie. Je me dis plutôt pourvu que les forces progressistes gagnent plus. Progressistes. Oui. Ouais. Parce que vous mettez Des sur forces progressiste. de partage. D'accord. Pourvu que la misère régresse, que ceux qui s'en mettent plein les fouilles pendant que les autres crèvent de faim soient mis en prison, des choses comme ça. Pas forcément très gentilles. Hein. On est devenu très grave là d'un seul coup. On va terminer sur une note quelque chose de gai. Hein. Sur une note un peu plus joyeuse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Colline Serrault, pour les quelques très belles décennies qui vous restent encore à vivre quand même là. D'un seul coup, on a plongé l'ambiance. C'est gentil de continuer à créer, voilà, c'est tout. Vous êtes toujours dans un processus de création, oui, qui est un processus qui maintient vivant quand même. Voilà, oui. Vivant, et puis après, quand il faudra partir, et ça ne sera pas un drame. Bien, ben merci beaucoup Colline Serrault pour cette émission. Je rappelle donc que Solution locale pour un désordre global est dans toutes les bonnes salles de cinéma, que La Belle Verte vient de ressortir en livre et en DVD chez Actes Sud. Et puis, ben voilà, Colline Serrault est une femme à suivre, pleine d'énergie. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'ai bien conscience qu'on a parlé d'une partie infinitésimale de votre vie. Non, pas du tout. C'était très, très bien mené, très gentil, très sympa. Merci. Ben merci à vous d'avoir diffusé tout ça. Merci, au revoir.